Avant de commencer, je voulais vous adresser quelques mots qui me tiennent profondément à cœur. J'ai lu chacun de vos messages suite au dernier post, et je dois vous dire que j'ai été bouleversé, dans le bon sens du terme, bien sûr. Vos retours, vos partages, vos réflexions, vos encouragements, tout cela m'a profondément touché. Il est rare de voir autant de bienveillance, de lucidité et d'écoute réunies en un seul endroit, et je mesure à quel point cette communauté que nous construisons ensemble est précieuse, unique et incroyablement humaine. Je vous remercie du fond du cœur, sincèrement, pleinement, avec toute la reconnaissance que je peux exprimer par ces quelques mots. C'est grâce à vous, à votre présence, à vos engagements, à vos silences aussi parfois, que cette aventure prend du sens. Il n'y a pas une seule ligne que je trace, pas une seule idée que je développe ici, qui ne soit nourrie par ce que vous m'apportez. Et je vous le dis en toute simplicité, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour la force que vous m'envoyez. Alors aujourd'hui, c'est à vous que je dédie ce travail. À cette communauté extraordinaire qui prouve chaque jour que la pensée profonde, la parole sincère et l'écoute attentive ont encore toute leur place. Vous êtes, sans le moindre doute, l'une des plus belles preuves que la quête de sens peut encore réunir, faire grandir et apaiser. Merci infiniment. Vous allez sans doute vous dire qu'il est aujourd'hui presque naturel de se concentrer d'abord, et avant tout sur tout ce qu'il convient de réaliser de manière correcte, et que c'est la voie la plus évidente lorsque l'on tente d'améliorer sa vie. Mais je précise immédiatement qu'il peut exister un autre angle d'approche. Un angle qui vous invite non pas seulement à aligner des actions vertueuses, mais aussi, et peut-être surtout, à repérer ces décisions qui vous font du tort, ces choix qui semblent anodins ou même attrayants sur le moment, et qui pourtant, en réalité, vous entraînent vers des regrets, de l'amertume ou une anxiété grandissante. Et c'est là toute l'importance d'un changement de perspective, car lorsque vous commencez à éliminer les erreurs avant même qu'elles n'apparaissent, vous réalisez à quel point la prévention de ces pièges peut être plus efficace que la simple accumulation de bonnes pratiques. Et j'insiste sur le fait que ce retournement de logique vous offre un gain de sérénité considérable, parce que vous ne vous retrouvez plus, sans cesse, à devoir colmater les brèches causées par des décisions maladroites. Maintenant, il faut préciser que lorsque l'on parle de mauvais choix, on ne vise pas forcément les fautes gravissimes ou les comportements massivement répréhensibles. Je rappelle qu'il peut s'agir, par exemple, de ces réactions soudaines dictées par la colère, de ces achats impulsifs que vous regrettez aussitôt votre carte bancaire rangée, de ces commentaires négatifs que vous lancez sur une personne absente, ou de ce réflexe constant de tout reporter au lendemain, dans l'illusion qu'il existera un moment plus propice plus tard, alors qu'en réalité la tâche se complique et le stress augmente. Et c'est là que réside le cœur du problème. Vous ne prenez pas toujours conscience de la manière dont ces petits choix, apparemment inoffensifs, s'additionnent et finissent par miner peu à peu votre tranquillité intérieure, votre conscience morale, voire vos relations les plus précieuses. Vous allez peut-être vous demander si c'est si grave que cela, mais posez-vous la question. Combien de fois avez-vous éprouvé un regret, après coup, en vous disant que vous auriez pu éviter ce moment de gêne, de culpabilité ou de tension, si seulement vous aviez su anticiper votre réaction? Imaginez maintenant que vous puissiez repérer ces pièges dès qu'ils surgissent, ou mieux encore, dès que vous sentez poindre l'émotion négative qui les nourrit, la colère vous envahit. Vous anticipez le flot de paroles blessantes prêtes à franchir vos lèvres, et vous vous dites « Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais exprimer son mécontentement. Mais là, c'est ma colère qui parle. Elle me suggère un déferlement d'agressivité qui va probablement me coûter cher en termes de confiance, de respect ou de bonne entente. Et dans un tel cas, vous essayez de respirer un grand coup, de vérifier si vous pouvez reformuler les choses autrement ou différer cette réprimande, parce que vous savez que l'émotion vous fait perdre votre rationalité. À ce stade, je souligne qu'il ne s'agit pas de nier l'injustice ou le conflit éventuel, mais de ne pas le résoudre par la colère brute, laquelle produit souvent des ravages disproportionnés. Est-ce que vous voyez la logique? Vous ne partez plus du principe qu'il faut d'abord accumuler des bonnes résolutions, du style « je vais méditer tous les matins » ou « je vais accomplir toutes mes tâches en avance ». Mais vous ciblez d'abord les endroits où la maison a tendance à se fissurer, en vous disant « voilà, c'est typiquement dans ces brèches, ces instants de colère, de peur, de tristesse excessive ou de désir compulsif que je perds pied, et vous cherchez à contenir, à maîtriser ou à réorienter ces impulsions. En d'autres termes, vous évitez les erreurs avant même de vous lancer dans une quête obsessionnelle de perfection. Or, selon moi,
C'est un changement de perspective crucial, parce qu'il est souvent moins pénible et plus efficace de ne pas se lancer dans la faute que de devoir en assumer toutes les conséquences plus tard. Prenons un cas concret, et parlons de la tristesse ou du chagrin qui se transforme en une sorte de prison mentale, lorsque par exemple vous perdez quelque chose de précieux, une relation amoureuse, un poste de travail, un proche, ou un rêve que vous aviez caressé pendant des années. Vous pourriez éprouver une légitime tristesse, parce qu'effectivement, la perte est douloureuse et correspond à un réajustement brutal de vos repères. Mais il arrive que ce chagrin se fige, qu'il se cristallise en monument au passé et qu'il vous arrache à la réalité du présent. Vous entretenez jour après jour le souvenir de ce qui n'est plus. Vous devenez incapable de voir les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Est-ce que vous voyez comment ce choix, celui de ruminer la perte, s'apparente à un piège auto-entretenu? Certains vont me dire « Oui, mais ce n'est pas un choix, c'est plus fort que moi. » Et je conçois que l'émotion initiale ne se choisit pas. Cependant, j'insiste sur le fait que la décision de s'y abandonner, de nourrir cette douleur, peut être réévaluée. Vous pouvez vous demander si, à force de cultiver cette souffrance, vous ne restez pas enfermé dans une illusion, celle de croire qu'en maintenant la tristesse, vous restez fidèle à la personne ou à l'objet perdu. En clair, vous confondez honorer un souvenir et le ressasser de manière nocive. Maintenant parlons de la peur. Selon moi, c'est l'émotion la plus insidieuse, car elle peut se présenter sous l'apparence de la prudence ou de la responsabilité. Vous vous dites « Je ne veux pas prendre ce risque, je veux tout vérifier, je veux m'assurer que je ne me trompe pas. » Et en apparence, vous êtes simplement raisonnable. Pourtant, si vous y regardez de plus près, vous constatez que votre peur vous éloigne des actions qui vous feraient grandir. Vous fuyez peut-être un entretien d'embauche de peur d'être rejeté, vous refusez peut-être une opportunité de voyage de peur de l'inconnu, vous hésitez à vous exprimer devant votre entourage de peur d'être jugé. Résultat, vous stagnez, vous reculez même, et vous alimentez cette anxiété. Je ne suis pas assez capable, et si je me ridiculise, et si tout s'effondre? Or, pour éviter ce piège, est-ce qu'il n'est pas plus simple de reconnaître que la peur est là, certes, de la regarder bien en face, en se disant « Oui, j'ai peur de l'échec, mais est-ce une raison pour ne jamais tenter ma chance ?» Si vous choisissez d'agir malgré la peur, vous transformez votre rapport à l'inconnu. Vous n'êtes plus captif de cette émotion, vous devenez acteur d'une décision libre, et c'est là toute l'importance de distinguer la peur qui peut vous signaler un danger réel de celle qui vous paralyse sans raison solide. Et puis, bien sûr, je dois parler de l'excès de désir, parce que c'est un point que beaucoup de personnes comprennent intuitivement. Vous découvrez un nouvel objet de convoitise, un nouveau gadget, un compte en banque qui pourrait gonfler, ou une reconnaissance sociale qui semble à portée de main. Vous êtes convaincu que cette fois, si vous obtenez cette chose, vous serez enfin apaisé, heureux, complet. Alors, vous consacrez une énergie folle à pourchasser ce but. Vous y investissez tout votre temps, peut-être même votre argent et votre santé mentale. Vous êtes persuadé que la satisfaction va être durable. Or, une fois que vous avez mis la main sur ce que vous désiriez, est-ce qu'il n'arrive pas souvent que, très vite, vous vous sentiez à nouveau en manque, en vous disant « C'est bien, mais si j'avais encore un peu plus, ce serait encore mieux » et vous réalisez que ce plaisir, que vous preniez pour du bonheur, n'était qu'éphémère. Là, il y a une forme d'illusion. Vous confondez la poursuite d'un objet brillant avec l'atteinte d'une vraie quiétude intérieure. En clair, c'est une course sans fin qui aggrave la dépendance à ce qu'on ne possède pas encore, au lieu d'apporter un épanouissement solide. Vous allez me dire « Oui, mais comment fait-on pour s'en sortir ?» Je répondrai « Prenez conscience des attachements qui vous dominent, c'est-à-dire de tout ce que vous confondez parfois avec votre propre valeur. Il n'est pas absurde de posséder des biens matériels, d'avoir une réputation honorable ou d'entretenir des relations affectives fortes. C'est même très naturel. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de ressources et de liens. Cependant, il faut préciser que ces attachements deviennent nocifs lorsque vous leur conférez le pouvoir de définir qui vous êtes, c'est-à-dire lorsque votre bonheur devient conditionné par la présence ou la préservation de ces éléments extérieurs. Si vous misez tout sur votre compte en banque, vous allez trembler à l'idée de tout perdre. Si vous basez votre estime de vous-même sur l'approbation de vos amis ou de votre famille, vous allez redouter qu'ils vous tournent le dos ou qu'ils vous jugent, et vous risquez de vous comporter en marionnette, dans l'unique but de plaire. Si vous vous identifiez totalement à un poste prestigieux, vous allez vivre dans la peur de la rétrogradation ou du licenciement. Bref, vous donnez littéralement le contrôle de votre équilibre psychologique à des événements ou à des personnes que vous ne maîtrisez pas pleinement.
Certains pourraient répondre que la sécurité est un besoin primordial. Alors pourquoi ne pas rechercher l'argent ou le statut? En réalité, il est vrai que nous avons tous des besoins matériels minimaux et le désir d'être appréciés. Mais je rappelle que la nuance réside dans l'excès et la dépendance. Est-ce que vous voyez la différence? Vous pouvez très bien viser un certain niveau de confort, sans faire de votre patrimoine la clé unique de votre tranquillité. Si vous comprenez que ce n'est qu'un moyen et pas une fin absolue, vous réduisez déjà la peur. De même, vous pouvez entretenir des relations solides, sans tomber dans la possessivité ou la soumission totale au désir d'autrui. Dans cette perspective, vous préservez votre liberté, car vous ne livrez pas l'entièreté de votre bien-être à des facteurs extérieurs. Cela signifie aussi qu'en cas d'épreuve ou de perte, vous ne vous écroulez pas complètement. Vous souffrez, évidemment, car je ne dis pas qu'on devient insensible, mais vous gardez un socle de résilience. Vous savez que vous n'êtes pas détruit en votre être profond. Je précise que c'est là où la philosophie stoïcienne, par exemple, insiste sur l'idée que le vrai bien réside dans la vertu, c'est-à-dire dans la sagesse, la justice, la force d'âme et la mesure. Les biens extérieurs sont alors considérés comme des indifférents, ce qui ne signifie pas qu'ils sont inutiles, mais qu'ils ne doivent pas conditionner votre valeur morale. Attention, je ne dis pas que vous devez devenir un ascète complet et refuser toute forme de confort ou de reconnaissance, mais j'insiste sur le fait qu'il est essentiel d'être lucide quant au pouvoir que vous leur accordez, car si vous croyez que votre bonheur dépend intégralement de ces biens extérieurs, vous vous placez vous-même dans une situation de dépendance, et vous pourriez faire de mauvais choix pour les préserver ou les acquérir. Maintenant, vous allez peut-être vous demander comment mettre en place cette surveillance pour ne plus tomber dans les pièges. En d'autres termes, est-ce qu'il existe une méthode pour identifier les mauvais choix et les éviter à l'avance? Selon moi, la première étape est la prise de conscience. À chaque fois qu'une décision se présente, vous essayez de décrypter l'émotion ou l'attachement sous-jacent. Vous vous interrogez, pourquoi est-ce que je ressens ce besoin pressant d'agir de la sorte? Est-ce la peur, la colère, le désir, un chagrin que je n'ai pas dépassé, ou l'orgueil qui me pousse à vouloir prouver quelque chose? Ai-je des preuves concrètes que cette action va réellement améliorer ma situation sur le long terme, ou est-ce simplement un réflexe destiné à soulager une tension immédiate? En clair, vous décidez de suspendre votre élan pour faire place à la rationalité. Attention, je ne dis pas que l'on peut tout rationaliser en permanence. Il y a une part d'intuition et d'émotion inévitable. Mais il faut préciser que la recherche d'une action plus claire et plus alignée avec vos valeurs demande au moins un instant de réflexion. Il peut même être utile d'écrire, de tenir un petit carnet où vous notez les décisions qui ont conduit à des regrets et les émotions qui vous ont dominé alors. Petit à petit, vous repérez des schémas récurrents. Vous vous apercevez que vous vous mettez systématiquement en colère pour les mêmes raisons, ou que vous fuyez toujours la même catégorie de situations par peur, ou que vous achetez compulsivement quand vous traversez un moment de stress. Et c'est précisément en identifiant ces points faibles que vous pouvez anticiper et vous dire, par exemple, « Aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai eu une journée difficile, donc je vais résister à la tentation de me défouler en hurlant sur mon entourage ou en dépensant mon argent pour compenser. » Oui, mais il y a aussi la question du contrôle. Certains d'entre vous se demandent peut-être, est-ce que tout cela ne revient pas à vouloir maîtriser chaque détail de sa vie? Pas nécessairement. Il faut souligner que la maîtrise absolue est une illusion, car de multiples facteurs extérieurs échappent à votre volonté. La météo, l'économie, les aléas de la santé, ou même la réaction des autres. Alors, comment concilier l'idée d'éviter les mauvais choix et l'acceptation de ce que vous ne contrôlez pas? Justement, la démarche d'évitement des erreurs n'a pas pour objectif de contrôler le monde. Elle vise à contrôler votre manière de répondre aux situations. Vous ne pouvez pas empêcher un conflit de surgir, mais vous pouvez décider de ne pas l'envenimer par l'injure. Vous ne pouvez pas empêcher vos enfants de grandir et de prendre des décisions qui vous déplaisent. Mais vous pouvez décider de ne pas les étouffer par la peur de les perdre. Vous ne pouvez pas forcer votre patron à accepter chaque idée, mais vous pouvez décider de ne pas saboter votre propre crédibilité en réagissant de manière agressive ou défaitiste. Et c'est là toute la différence. Vous vous recentrez sur ce qui est à votre portée, vous comprenez que vos émotions négatives sont souvent proportionnelles à la tentative insensée de contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Je rappelle que, selon la formule stoïcienne, le chemin vers la tranquillité repose sur la différenciation de ce qui est en votre pouvoir et de ce qui ne l'est pas. En clair,
Vous réduisez la souffrance causée par l'illusion d'un contrôle total et vous vous concentrez sur votre responsabilité et votre conscience. Certains pourraient objecter « Oui, mais tout cela prend du temps, de l'énergie, et l'on veut juste vivre sa vie sans se tourmenter de questions philosophiques. » Pourtant, je précise que les conséquences d'un mauvais choix mal anticipé exigent souvent bien plus de réparation, d'excuses, de culpabilité ou de complications que la pratique d'une petite vigilance quotidienne. Vous allez dépenser, au final, beaucoup moins de ressources en identifiant les erreurs avant qu'elles ne se produisent, plutôt que d'avoir à gérer après coup des conflits relationnels, des dépenses superflues, des angoisses qu'il faut apaiser ou des opportunités professionnelles gâchées. C'est pourquoi, en réalité, cette approche ne complique pas la vie. Elle la rend plus simple, parce qu'elle consiste à ménager vos forces et à cultiver un état d'esprit plus stable, plutôt que de multiplier les actes irréfléchis. Est-ce que vous voyez également l'intérêt dans les relations familiales? Prenez l'exemple d'un dîner où chacun, parent comme enfant, consulte son téléphone au lieu de dialoguer. Vous pourriez vous dire que ce n'est pas grave, que c'est un détail, que vous vérifiez simplement un courriel professionnel ou un message urgent. Mais ce faisant, vous laissez échapper l'occasion de créer un moment authentique, un vrai échange, des souvenirs partagés. Vous allez rentrer dans un schéma où la technologie occupe l'espace mental et relationnel, et vous réalisez trop tard qu'il y a eu un manque de lien. Selon moi, ce type de petit choix qui semble anodin est l'exemple parfait du mauvais choix qui se déguise en confort immédiat. C'est plus facile de scroller que de faire la conversation, mais qui engendre une perte de qualité de vie. En clair, vous manquez l'instant présent. Alors, plutôt que d'ajouter encore plus de choses à faire pour compenser, mieux vaut retirer ce qui nuit, c'est-à-dire la distraction systématique, et vous retrouvez ainsi la vraie saveur du dialogue. Maintenant, je précise que tout ce dont je parle ici ne prône pas une inaction totale, ni une passivité. Éviter les mauvais choix ne veut pas dire refuser de prendre des risques. Au contraire, le mauvais choix peut très bien être de s'obstiner à vouloir rester dans la stagnation, dans le statu quo, par peur de l'inconnu. La question c'est, est-ce que vous fuyez la prise de décision par peur, ou est-ce que vous évaluez rationnellement la pertinence de ce changement? Le piège dans ce sens serait de confondre le confort superficiel d'une situation avec la force réelle d'une décision responsable. Vous pouvez parfois vous trouver dans un poste professionnel qui ne vous satisfait pas, et vous dire « Je ne vais pas changer, car c'est trop compliqué », alors que vous ressentez un désir intense de progresser ou d'explorer de nouveaux horizons. Le résultat, vous vous sentez à l'étroit et accumulez frustration et rancœur. Dans ce cas, le mauvais choix consiste justement à éviter le risque raisonnable. Ce qu'il faut, c'est discerner la part d'illusion dans votre peur et voir si, en réalité, le bénéfice d'un changement mesuré ne surpasse pas l'anxiété initiale. Est-ce que vous voyez comment, dans un autre registre, certains choisissent de corriger leur trajectoire uniquement après avoir accumulé des difficultés insurmontables? C'est-à-dire qu'ils attendent une crise, une rupture, un effondrement financier, un licenciement, pour réaliser que leur comportement ou leur système de croyance les menait droit dans le mur. Alors, ils entreprennent des réformes radicales, mais souvent dans la douleur et avec un sentiment d'urgence absolue. Selon moi, si vous intégrez assez tôt l'idée de dépister vos tendances autodestructrices, vous vous évitez ces grands chamboulements catastrophiques. Vous pouvez rectifier la route au fur et à mesure de sorte que l'adaptation se fasse en douceur. Et je souhaite ajouter qu'il est essentiel de faire preuve de bienveillance envers vous-même dans cette démarche. Certains vous diront, il faut vous punir dès que vous commettez une erreur. Vous devez ressentir une grande honte et vous flageller. Au contraire, selon moi, il est plus constructif d'accepter que l'on n'est pas infaillible, que chacun accumule ses maladresses ou ses écarts, et de considérer ces écarts comme des signaux instructifs. Au lieu de s'enliser dans la culpabilité, on peut apprendre à en tirer une leçon. J'ai crié sur mon ami hier parce que j'étais épuisé. Je me suis emporté sous l'effet de la frustration. Je constate que ça a brisé la confiance. Donc je décide de changer cette réaction la prochaine fois que je me sens dans cet état. L'erreur devient alors une étape d'apprentissage. Mais vous n'avez pas besoin de vous condamner à répéter cette erreur éternellement. Je précise également que la philosophie, y compris dans sa version stoïcienne ou dans d'autres courants, n'est pas purement théorique. Elle s'applique très concrètement, au jour le jour, dans la gestion des émotions, des désirs, des chagrins et dans l'examen des valeurs. Certains diront « Oui, c'est très beau en théorie,
mais je ne vois pas comment ça se traduit dans ma vie de bureau ou ma vie de famille. Je réponds, justement, si vous maîtrisez mieux vos impulsions et vos schémas négatifs, vous devenez un collègue plus fiable, un parent plus disponible, un partenaire plus respectueux, et vous vous épargnez des tensions inutiles. Vous n'avez pas besoin d'invoquer des formules antiques à chaque coin de rue. Vous pouvez simplement mettre en pratique ce principe de lucidité. Quelqu'un pourrait aussi objecter, mais si je retire tous les choix dictés par la recherche d'un plaisir immédiat, est-ce que ma vie ne va pas devenir ennuyeuse ou triste? Or, je précise qu'il ne s'agit pas de bannir le plaisir, mais de distinguer le plaisir qui vous construit sur la durée, vous maintient dans la cohérence et ne nuit à personne, du plaisir qui vous enchaîne et vous fait perdre votre indépendance. Le plaisir goûté avec modération, le partage d'un bon repas, l'appréciation d'une réussite due à un travail honnête, la satisfaction d'une belle relation affective, tout cela est parfaitement compatible avec la réflexion sur les mauvais choix. L'enjeu est d'éviter le piège, c'est-à-dire le plaisir qui se paie trop cher ensuite, l'abus qui nuit à la santé, la consommation ostentatoire qui vide votre compte en banque, la flatterie dont vous devenez dépendant, etc. Maintenant, vous allez sans doute vous demander, d'accord, mais concrètement, comment je fais pour vivre dans cette vigilance sans devenir paranoïaque? Je rappelle que la différence, c'est l'intention. Vous n'allez pas suspecter chacun de vos gestes. Vous n'allez pas non plus tout ressasser sans arrêt. Mais vous allez apprendre à faire une pause intérieure, ne serait-ce que quelques secondes avant de prendre une décision potentiellement problématique. C'est ce laps de temps où vous vous dites « Est-ce que je tombe dans mon schéma habituel? Est-ce que je réponds sous l'effet d'une simple frustration? Est-ce que ce choix à court terme ne va pas détruire ce que je construis à long terme ?» Et cette courte interrogation, cet espace de conscience, suffit parfois à éviter bien des regrets. En clair, vous développez une forme d'auto-observation qui n'est pas de la méfiance envers vous-même, mais plutôt un souci de cohérence. Vous gardez en mémoire que certaines émotions fortes sont comme des illusions passagères, qui vous poussent à exagérer les dangers ou les promesses. Vous gardez aussi à l'esprit que les attachements excessifs vous rendent vulnérables, parce que vous confiez votre paix intérieure à des entités ou à des personnes que vous ne contrôlez pas. Et vous reconnaissez qu'aucune planification ne peut supprimer toute incertitude. Vous pouvez préparer un projet, étudier un marché, essayer de prévoir votre avenir professionnel, mais il arrivera toujours des imprévus. Alors, plutôt que de paniquer ou de vous obstiner, vous vous entraînez à l'acceptation active, c'est-à-dire à recevoir ce que la vie vous présente en vous demandant « Qu'est-ce que moi, je peux faire, ici et maintenant pour agir de manière responsable, lucide et mesurée ?» Certains affirment qu'il s'agit là d'une sagesse un peu austère, un peu trop cérébrale, et qu'ils préfèrent de profiter spontanément de l'existence. Pourtant, je souligne que celui qui évite les mauvais choix ne vit pas dans un carcan. Il vit au contraire avec plus d'espace intérieur, parce qu'il n'a pas à gérer les conséquences néfastes qui, bien souvent, occupent l'esprit et alourdissent le quotidien. Vous avez sûrement déjà connu ces moments où vous vous retrouvez à réparer les dégâts d'une parole blessante ou d'une décision précipitée. Vous devez présenter des excuses, vous devez défaire un achat, vous devez apaiser un conflit, vous devez expliquer votre comportement. Toutes ces heures et toute cette énergie auraient pu être économisées si, en amont, vous aviez identifié l'erreur en train de se former. Autrement dit, en restant attentif, vous défendez votre temps, votre stabilité émotionnelle et aussi la qualité de vos relations. Je rappelle enfin que cette philosophie n'est pas réservée à une élite intellectuelle, ni à un contexte historique particulier. Elle se trouve au carrefour de plusieurs sagesses. Elle s'adapte aux environnements modernes. Qu'il s'agisse de gérer vos interactions en ligne, de résister à la dictature de l'image sur les réseaux sociaux, de faire face à l'hyperconsommation, ou de traiter avec des collègues difficiles, vous pouvez appliquer le même principe. Surveiller les pièges émotionnels, contrôler l'attachement excessif, et accepter ce qui échappe à votre emprise. Tout ceci vous rend plus conscient et plus libre. Et c'est là que, selon moi, se situe le véritable enjeu. Vous ne subissez plus votre vie, vous choisissez vos réactions. Vous assumez de dire non quand c'est nécessaire, de dire oui quand c'est l'option la plus juste. Et vous ne laissez plus la colère, la peur, la tristesse ou le désir compulsif décider à votre place. Cette forme de liberté n'est pas un mythe. Elle se construit jour après jour, par de petites victoires sur soi-même. Vous vous direz peut-être « Oui, mais c'est difficile, je manque de constance ». Certes, je ne dis pas que c'est simple ni immédiat, mais j'affirme que c'est possible avec de la pratique,
de la persévérance et un certain amour pour la vérité sur soi. Vous acceptez de voir vos biais, vous admettez vos erreurs, vous avancez pas à pas. Maintenant, je voudrais conclure en résumant la thèse principale. Vous pouvez gagner beaucoup à inverser la perspective classique du développement personnel, qui consiste habituellement à empiler des recettes de bonnes actions, et privilégier plutôt la détection et l'évitement des mauvais choix, car ces mauvais choix sont souvent la principale source de tension, de souffrance et de perte de temps. En les repérant, vous ne vous condamnez plus à réparer sans cesse des conséquences fâcheuses. Vous vous épargnez des conflits, des dettes, des vexations inutiles, et vous libérez en vous l'espace nécessaire à la construction de projets plus sains. Cela ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais commettre d'erreurs, mais vous allez considérablement diminuer leur fréquence et leur impact, et par là même, vous allez créer les conditions d'une meilleure harmonie avec vous-même et avec votre entourage. Je précise que cette démarche n'enferme pas dans une rigueur sans joie. Elle permet plutôt de vivre plus pleinement, parce qu'elle chasse les parasitages négatifs qui encombrent l'esprit. Vous pouvez alors consacrer votre énergie et votre temps à des activités significatives, à l'approfondissement de relations humaines sincères, ou à la découverte de ce que vous voulez vraiment accomplir. Ainsi, vous vous apercevez qu'en vous protégeant des décisions dictées par la colère, la peur, le chagrin prolongé ou le désir démesuré, vous fortifiez votre indépendance intérieure, et vous n'avez plus besoin de subir les résultats d'une succession de faux pas. Vous vivez donc dans une plus grande cohérence, une plus grande intégration de vos valeurs et de vos actes, et vous donnez moins de prise à l'illusion selon laquelle votre bonheur dépendrait, de manière absolue, de choses que vous ne contrôlez pas. Certains peut-être répliqueront que c'est plus facile à dire qu'à faire, et qu'on retombe parfois dans ses travers. Bien sûr, vous allez parfois chuter, et vous devrez vous relever. Mais à force de répéter cet exercice de discernement, vous renforcez progressivement un réflexe lucide. Vous vous habituez à mettre en veille votre réactivité émotionnelle le temps d'une courte réflexion. Et vous vous ouvrez ainsi la porte à un comportement plus responsable, plus conscient, plus respectueux des autres comme de vous-même. En fin de compte, c'est la voie d'une liberté plus profonde, une voie où vous ne vous définissez plus seulement par vos impulsions, mais par la conscience que vous avez de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce raisonnement. Et je vous invite à expérimenter par vous-même cette logique. Cherchez d'abord à voir où se nichent les pièges émotionnels, où s'exerce votre attachement excessif, où se trouve l'illusion de contrôle, et vous constaterez peut-être assez vite que déjouer ces pièges vous enlève un poids, vous libère d'un certain nombre d'angoisses ou de regrets, et vous donne la possibilité de mieux vous concentrer sur ce qui a vraiment du sens à vos yeux. En clair, vous vous rendez service à vous-même, et vous rendez service à votre entourage en étant plus stable, plus confiant et plus enclin à construire une harmonie plutôt qu'à alimenter des tensions. C'est un art de vivre qui, à mon avis, mérite votre attention, car il conduit à une existence plus fluide et plus satisfaisante, et parce qu'il donne un élan vers une forme de maturité où vous n'êtes plus l'otage de vos émotions négatives, mais plutôt le capitaine qui tient la barre même quand la mer s'agite.